Soral vite, épisode 2. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour. Avez-vous regardé le documentaire sur Mélenchon de Gérard Miller et qu'en avez-vous pensé? Alors oui, j'ai fait l'effort, parce que si je veux commenter la campagne, il faut que je fasse des efforts. Donc j'ai vu à la fois, l'un derrière l'autre, le documentaire sur le Front National de Marine Le Pen, qui était aussi sur la 3, en replay évidemment, et aussi celui sur Mélenchon. Alors ce qui est incroyable, c'est la différence de traitement entre deux candidats qui sont censés, deux candidats qui remettent en cause le néolibéralisme mondialisé, l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils sont deux candidats d'opposition, soi-disant, qui devraient faire peur au système. Celui de Marine Le Pen est conforme à ce qu'on peut penser, avec une petite nuance. Ils n'osent pas attaquer la ligne du Front National du Nord, c'est-à-dire d'Hénin-Beaumont, c'est-à-dire le Front National social. Ils arrivent à admettre qu'effectivement, il a une légitimité. Et dès qu'on passe au Front National du Sud, où là, il y a une ligne identitaire plus forte et anti-musulmane, bon, bah là, on a un commentaire gauchiste intégral ultra-violent. Ce qui veut bien dire que la fragilité du FN, c'est toujours sa ligne, on va dire, sa ligne identitaire raciale. C'est là-dessus qu'il est attaquable, hein, toujours. C'est pour ça que peut-être il faut la jouer un peu plus fine, front de la foi, droite des valeurs, plutôt que anti-islam. Bon, ça c'est mon commentaire à moi. Alors après, sur le documentaire sur Mélenchon, c'est une hagiographie intégrale. Hein, c'est-à-dire que même moi, je regarde le truc, si j'ai pas la culture et la distance que me donne la culture, je vote Mélenchon. Hein. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est fait par Gérard Miller. Gérard Miller, c'est un ancien Mao, c'est-à-dire que c'est les réseaux super trotskistes, psychanalyste, mondain, membre de la communauté de Lumière. Donc normalement, c'est le type qui, par excellence, devrait détester ce qu'incarne Mélenchon. Hein. Et d'ailleurs, il dit un peu, normalement, je ne devrais pas aimer Mélenchon, mais quand je découvre qui c'est, je l'adore. C'est vraiment, Mélenchon est donc adoubé par tous les réseaux, je dirais, qu'on peut appeler les réseaux Soros d'une certaine manière. C'est ça que ça veut dire. Et quand on regarde Mélenchon, il est, très performant, son discours est excellent, il est très bon orateur, il a de la bouteille, il est capable d'improviser, mais le problème, c'est là où moi je suis même obligé de me faire violence, c'est que son parcours ne correspond jamais à sa soi-disant vision du monde. C'est-à-dire que normalement, il n'aurait jamais dû commencer par le trotskisme, puisqu'il était trotskiste, il aurait dû être au PCF, hein. C'est étrange, il n'aurait jamais dû être franc-maçon au Grand Orient, or il l'a été, il n'aurait jamais dû rejoindre le Parti Socialiste, compte tenu de sa ligne, et surtout à l'époque où il l'a rejoint, c'était déjà le triomphe de la deuxième gauche, la trahison du monde ouvrier, etc. Il aurait dû se retrouver avec Maxime Grémetz au PCF. Il n'aurait jamais dû être sénateur, il l'a été 2 fois. Il n'aurait jamais dû mettre 35 ans à quitter le Parti Socialiste. Il n'aurait même jamais dû être spécialement jospiniste. Il n'aurait jamais dû être s'acoquiner avec Julien Drey. Donc normalement, je veux dire, tout son CV... il n'aurait jamais dû être pote avec Besancenot. Enfin, tout son CV dit le contraire de ce qu'il dit. Hein. Et c'est presque dommage, parce que moi j'aimerais bien qu'il soit authentiquement ce qu'il dit, parce que son discours est assez bon. Hein. Mais voilà, donc je pense, en conclusion, que c'est vraiment le candidat du système à gauche. C'est l'arme anti-Front National et l'arme anti-Le Pen du système à gauche. Voilà. Et c'est pour ça que je crois que durant la campagne, il va être très peu attaqué, parce que le système a vraiment besoin que Mélenchon fasse contrepoids au FN de gauche, empêche le Front National de trop gagner de voix ouvrières, et puis même au pire si c'est la catastrophe des catastrophes, que Mélenchon à la limite se retrouve face à Marine Le Pen au 2e tour, c'est moins pire pour le système, parce qu'au nom de l'antifascisme, effectivement, il pourra toujours continuer à rabattre pour le système mondialiste, européiste, néolibéral, ce qu'il avait déjà fait quand il avait appelé sans condition à voter Hollande à la dernière présidentielle. Donc tout ça me fait dire que Mélenchon fait partie, comment dirais-je, dans cette espèce de partie d'échec, des pièces maîtresses du système, hein, contre la perte du pouvoir par le système. Et la perte du pouvoir par le système, et ça ne peut être que le Front National. Et je dis bien le Front National, même pas Marine Le Pen. Je rappelle, là, cette petite anecdote, petite jingle, que dans cette élection, tous les noms en rond sont des pièges à cons. Hein. Vous avez Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon. Hein, voilà. Il y a des pièges à cons de gauche, pièges à cons de droite. Hein. Alors justement, en parlant de Macron, on a l'impression que Macron est véritablement poussé par le système. Oui, il y a 2 candidats qui sont poussés par le système, on le voit par le médiatique.
le médiatique étant sous contrôle du financier, hein, intégralement, à part moi, Dieudonné, comment dirais-je, l'Internet, et pas Louis Plenel, hein, on sait d'où il vient, donc pas Mediapart. On a deux candidats qui sont aidés à tout prix, c'est Mélenchon, on va dire, à gauche, et Macron à droite. L'un étant, comment dirais-je, la droite sociale cachée par la gauche sociétale, et l'autre étant soi-disant la gauche sociale, mais en réalité au service de la droite sociale de manière cachée. Hein, voilà. Eux vont être valorisés à tout prix. Et je crois même que le système rêve quand même, fondamentalement, que Marine ne soit pas au deuxième tour. Parce qu'on tend à croire aujourd'hui que le système ne pourra pas échapper à une Marine au deuxième tour, mais je pense qu'ils vont quand même tout faire pour que ça n'arrive pas. Et leur rêve serait un deuxième tour, Macron, Mélenchon. Hein. Alors Mélenchon, ça serait l'utopie de gauche, les belles idées, mais malheureusement irréalisables dans le contexte de la modernité mondialiste. C'est la critique de Weber sur Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est l'utopie, c'est le romantisme, mais Macron, c'est le réalisme et la gestion scientifique des choses. Hein. Donc effectivement, et de ce point de vue-là, Mélenchon aussi serait là pour faire élire Macron d'une certaine manière, et être battu au deuxième tour. Je crois que c'est ça le rêve secret du système. Et pourquoi dans cette configuration, les électeurs du FN ne se reporteraient-ils pas sur Mélenchon ? Normalement, les électeurs du FN devraient plus se reporter sur Mélenchon que sur Macron. Mais comme Mélenchon est le plus insultant envers le FN, et le type qui brandit encore l'antifascisme radical face au FN, s'il y avait un deuxième tour Macron-Mélenchon, Marine ne pourrait pas donner de consigne de vote au deuxième tour. Parce que Macron, c'est le mondialisme et c'est le système tel qu'elle le désigne dans toute son horreur. Et Mélenchon, c'est le pire ennemi de Marine comme personne et du Front National comme, on va dire, parti populiste de droite dont Mélenchon prétend qu'il est l'héritier de tous les fascismes. Hein. Donc effectivement, ça serait un piège à con assez efficace, un deuxième tour Macron-Mélenchon. Ce qui ne veut pas dire que ça arrivera. Mais le travail des médias aujourd'hui, on va parler de la diabolisation des autres, notamment de Fillon, on voit bien que le système aujourd'hui protège ces deux candidats. Voilà. Alors voilà, chaque jour une affaire sort concernant Fillon. Quelle est votre analyse de ces affaires ? Eh bien déjà, il fallait se rappeler que Fillon, la primaire n'avait pas été organisée pour que Fillon la gagne. Normalement, c'était Juppé qui devait la gagner, et Juppé qui avait été adoubé par toute l'oligarchie mondialiste. Moi, je pensais que Fillon, à la place de Juppé, c'était pas trop grave pour le système, et qu'ils allaient l'accepter. Or, il semblerait que non. Et les attaques, surtout, qu'il subit en ce moment, ne viennent pas spécialement de la gauche, en réalité. Elles viennent plutôt de la droite mondialiste, qui a un peu peur que Fillon soit, je dirais, trop français, trop catholique, et pas assez soumis à ce qu'est l'Empire, tel que moi je le définis, pour être vraiment fiable. Ça me rappelle l'époque où ils n'avaient pas voulu de Ségolène Royal, parce qu'elle avait beau être au Parti Socialiste, elle était quand même d'une famille militaire avec des tas d'enfants, sa cousine était au Front National, et elle pouvait avoir un sursaut, je dirais, néo-barétien, elle avait des fois des tendances à... Et visiblement, le système ne veut pas de Fillon. Hein. Je pense que le système est très inquiet après la perte de l'Amérique, hein, de sa principale place forte depuis l'élection de Trump, et que la France, pour eux, est vraiment, comment dirais-je, une place déterminante à ne pas perdre, et qu'ils ne veulent pas la perdre à tout prix. Or, on sait que Fillon, c'est les réseaux Manif pour tous, c'est quand même la bourgeoisie catholique, et c'est aussi une grande sympathie pour et avec la Russie de Poutine. Donc même s'il est sous contrôle de Bilderberg par Castries, c'est donc De Castres, je ne sais pas pourquoi il l'appelle De Castres, mais De Castres, c'est quand même c'est la grande bourgeoisie, il est de Bayonne-Biarritz, hein, ça sent pas Tel Aviv, hein, spécialement. Donc je pense que l'Empire est inquiet et ne veut pas filer les clés du camion à Fillon, donc ils sont en train de le dégager. Et comme Fillon a gagné la primaire un peu par hasard, en réalité il est beaucoup plus fragile que ce qu'on croit, et surtout il avait sous-estimé les attaques contre lui. Or sa fragilité, c'est qu'il est un peu comme tous les hommes politiques de deuxième et de troisième plan. N'oublions pas que c'est rien, hein, Fillon. C'est le type qui a été dans l'ombre de Sarkozy pendant 5 ans. Et rappelez-vous que Sarkozy, c'était l'omniprésident, il n'y avait pas besoin de Premier ministre. Hein. Et en fait, Fillon est un politicien français classique qui, comment dirais-je, s'est un peu engraissé sur la bête en rajoutant à ses 10 000 euros par mois, 5 000 pour sa femme, sur l'enveloppe faite pour ses conseillers. On est dans la misère de ce que sont aujourd'hui les politiques français, et le peu qui pèse en termes de pognon par rapport aux grands patrons d'industrie ou aux grands banquiers. C'est-à-dire que Fillon, c'est le gars qui a un peu gratouillé
5000 par sa femme et ses gosses pour faire 10 plus 5 égale 15, parce qu'il a un petit château à entretenir. Donc en fait, c'est un type qui est ultra fragile, et à mon avis, qui ne va pas tenir le choc. Et on voit déjà que dans son propre camp, on a un renard comme Fenech qui est déjà en train de dire qu'il faut le balancer. Et Fenech, n'oubliez pas que c'est celui qui avait en charge, comment dirais-je, c'est un peu comme le rapport Warren, le dossier sur les attentats. Hein, ce qui veut bien dire qu'il est, comment dirais-je, de la confrérie mondialiste et sioniste. Et que c'est aussi que, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y aurait trop de digressions, mais qu'il est bien tenu, hein, Fenech. Hein, pour ceux qui connaissent son lointain passé, il est bien tenu. Donc que ce soit Fenech qui dise qu'il faut dégager Fillon et mettre Barouin, par exemple, à la place, c'est déjà un signe que les réseaux mondialistes de droite sont en train de tout faire, en s'appuyant effectivement sur le canard enchaîné, hein, mais il y a toujours des alliances comme ça, pour dégager Fillon, on va dire le trop catholique et trop poutiniste candidat de droite. Voilà. Et donc, tout ça, mécaniquement, joue pour Macron, d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier. En ce moment, Macron est en train de remplir les espaces vides. Hein. On peut parler aussi, d'ailleurs, de l'espace à gauche qui sera peut-être libéré par Hamon. Hein. Ça, c'est aussi l'autre question, c'est que va faire Hamon maintenant qu'il a gagné de manière imprévue la primaire à gauche, qui avait été organisée, comme je l'ai toujours dit, pour Valls, hein, qui est aussi le candidat de l'Empire, on va dire capitalisto-banquiero-sioniste. Il ne faut pas oublier que Sarkozy est au tapis, Valls est au tapis, Hamon a quand même un électorat gauchiste, et Fillon un électorat catholique. Donc on voit que l'Empire est un peu en panique, et qu'il faut qu'il dégage aussi peut-être Hamon. Alors, moi, mon idée, c'est que de toute façon, Hamon va être obligé à un moment donné de rallier Mélenchon, parce que sinon, ni l'un ni l'autre ne seront au second tour. Et Hamon, c'est pas le renouveau du PS. Le PS a vocation à disparaître, à être incarné par... c'est-à-dire la gauche à l'ancienne, incarnée par Mélenchon, qui sait très bien faire ça. Et de plus en plus, on aura Macron comme... comment dirais-je, le pouvoir au centre, hein, le pouvoir ni de gauche, ça sera le ni gauche ni droite, mais pas au sens de Marine Le Pen, c'est ni gauche ni droite, gestion rationnelle et scientifique de la mondialisation et du mondialisme inévitable. Hein. Donc on a l'impression que tout ça en ce moment a pour but de faire gonfler Macron, qui incarne vraiment lui le candidat central de l'Empire. Alors qu'au départ, je le répète, il n'est rien. Mais l'Empire... la force de l'Empire et sa marque, c'est de pouvoir faire beaucoup avec pas grand-chose. Hein, c'est de fabriquer de prendre des baudruches et d'en faire des champions. C'était déjà le cas de Valls, et puis de s'en débarrasser quand ils perdent ou quand ils ne servent plus à rien. Alors vous parliez tout à l'heure de Trump dernièrement qui a signé un décret appelé anti-immigration par les médias. Qu'en pensez-vous ? Alors moi je me suis posé la question, parce qu'au départ j'écoute toujours les médias, et je me dis pourquoi Trump prend une mesure aussi... maladroite ou superficielle ou démagogique. Alors je me dis oui, c'est pour tenir ses promesses de campagne par rapport à l'immigration, et puis en même temps je réfléchis un peu plus. Là d'ailleurs je vois que mes analyses intuitives d'ailleurs rejoignent ce qu'en dit comme Thierry Messant, interviewé par Vernochet. C'est-à-dire qu'en fait il faut bien rappeler que Trump c'est une sorte de contre-révolution aux États-Unis, qui met un terme brutal à tout ce qui s'est mis en place depuis les années Reagan, et encore plus depuis les attentats du 11 septembre, qui sont des attentats sous faux drapeau, je le rappelle, organisés par l'État profond américain, avec des auxiliaires saoudiens, voire pakistanais, exactement comme l'assassinat de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, a été voulu par l'État profond américain, incarné par le vice-président Johnson, mais avec l'aide sans doute des anticastristes, de la mafia, etc. etc. Hein. Pour qu'on remonte jamais au réel commanditaire, c'est articulé. Et donc, il y a un combat à mort aujourd'hui aux États-Unis contre Trump, ce qui prouve bien que Trump est le candidat anti-système aux États-Unis et par rapport à ce qu'étaient devenus les États-Unis, c'est-à-dire que c'est un candidat nationaliste américain contre les impérialistes néoconservateurs américains, et c'est le candidat du capitalisme national entrepreneurial contre la finance cosmopolite, on va dire, hein, c'est les grands axes. Hein. C'est pas pour rien qu'il a contre lui Wall Street et Hollywood, hein, voilà, la côte est et la côte ouest, et qu'il a avec lui, on va dire, l'Amérique profonde. Et je pense qu'il y a un combat à mort qui est mené en ce moment contre Trump, avec même un risque d'assassinat,
et qu'en fait la mesure qu'il a prise n'est pas une mesure raciste, anti-immigré ou même anti-islam. Il demande à ce que l'État américain soit vigilant sur l'entrée dans son territoire de ressortissants de 7 pays qui sont des pays qui sont touchés en ce moment par le chaos islamique, sachant que ce chaos islamique est une stratégie et une mainmise de la CIA. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, le gros problème qu'a Trump, c'est que c'est sans doute le candidat de l'Amérique profonde et sans doute le candidat de l'armée américaine, hein, et des industriels américains, mais c'est, pour l'instant, il a face à lui la CIA, qui va essayer de mettre au pas, mais qui n'a pas encore mis au pas. Et je pense que quand Trump prend cette mesure, c'est simplement une mesure pour éviter, en attendant de prendre le contrôle de la CIA et de mieux maîtriser la situation, parce qu'on voit bien qu'il y a une guerre très forte menée contre lui à l'intérieur même de l'administration américaine, hein, notamment presque une sécession de l'État de Californie, avec ce que ça représente, et que pour l'instant, il prend des mesures plus rigoureuses quant à l'entrée sur le territoire américain de gens venant de 7 pays qui sont des pays de forte tension guerrière où agissent à la fois les islamistes radicaux et les services israéliens, américains, anglais, donc aussi la CIA. Hein. Donc on peut imaginer même que c'est pour empêcher d'entrer sur le territoire des assassins qui seraient là pour le tuer. N'oublions pas que le Kennedy Jr. a été tué par un Palestinien, qui à l'heure actuelle ne se souvient toujours pas de pourquoi il a tué le futur président américain après que son frère ait déjà été assassiné. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mesure qu'a pris Trump, qui était déjà d'ailleurs une mesure proposée par l'administration Obama, mais qui n'avait pas été rendue effective, c'est une mesure qui n'est pas du tout délirante, démagogique, raciste et anti-musulmane. C'est une mesure de combat d'un président américain qui n'a pas encore le contrôle de son administration, qui est violemment contestée à l'intérieur même des États-Unis par les restes de l'administration Obama, qui était une administration dans la continuité de la politique néoconservatrice de l'État profond, issue effectivement de ce coup d'État qui avait été les événements du 11 septembre. Donc on est effectivement dans un président qui a pratiqué un contre-coup d'État, qui n'est pas encore puissant, qui n'a pas encore mis en place ses moyens de contrôle en changeant des têtes, et qui se méfie encore terriblement de la CIA, et donc de ce que la CIA peut faire, notamment en manipulant des réseaux terroristes, qui, je le rappelle, viennent notoirement de ces 7 pays, dont l'administration Trump demande que pendant 3 mois, les frontières soient un peu plus vigilantes quant à ses ressortissants. Ce n'est que ça. Hein. C'est tout sauf une mesure délirante. Et par contre, elle révèle effectivement certaines choses. Une inquiétude effectivement de Trump et de son administration par rapport à la violence de la contestation de l'État profond américain contre lui. Et c'est comme ça qu'il faut l'analyser, c'est comme ça que les gens sérieux essayent de l'analyser, et comme par hasard, les médias mainstream pratiquent toujours la même analyse sociétale et débile, en termes de fascisme, antifascisme, racisme, antiracisme, voire même pro-islamisme ou anti-islamisme. Alors que je le dis, vu la complexité du monde musulman, on ne peut pas aujourd'hui analyser une mesure selon des critères aussi vagues et aussi simplistes que pro-musulman, anti-musulman, voire même pro-sioniste ou anti-sioniste. Je remarque que Trump a l'air d'être très pro-sioniste, mais des sionistes très très engagés et cultivés comme Finkielkraut le détestent et le montrent du doigt, de même Bernard-Henri Lévy et beaucoup d'autres. Hein. Donc s'il était si sioniste que ça, je ne vois pas pourquoi Bernard-Henri Lévy ou Finkielkraut ne l'embrassent pas sur les 2 joues. Voilà, ce qui veut dire qu'on est que ce soit en politique intérieure française ou en politique extérieure, sur une situation très explosive et très complexe, qui va amener une guerre à mort et ultra-violente au niveau des élections françaises, notamment d'ailleurs contre Marine Le Pen, qui est quand même la candidate anti-système sérieuse, et aux États-Unis, une guerre à mort contre Trump. Hein. On va voir ces deux sujets être traités de manière très violente et très malhonnête par les médias mainstream. Autre événement important, le 29 janvier dernier, le Centre culturel islamique de Québec a été attaqué, faisant 6 morts et 5 blessés graves. Quelle est votre analyse ? Alors là, c'est pareil. On nous dit immédiatement que... on voit déjà les faits. Un petit blanc en colère attaque, un lieu d'islam et un lieu de musulmans,
parce qu'il en aurait marre de l'invasion musulmane de l'Occident chrétien. Hein. Ça serait ça la lecture de fond. Et après, on voit quoi? On voit un paumé qui d'ailleurs va finir sa vie en prison, en gros. On découvre, quand on regarde les médias un peu honnêtes et qui analysent un peu fortement les choses, qu'en fait il était très pro-israélien, hein, pas seulement anti-musulman. Mais par contre, dans les médias dominants, les médias mainstream, on nous dit en gros que c'est un admirateur de Marine Le Pen et du Front National. Et là, je rappelle pourquoi je me suis positionné très radicalement, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à un Conversano. Conversano joue en France exactement le rôle qui amène à cet attentat au Canada. Et je rappelle d'ailleurs que le Canada, en ce moment où l'Empire est en train de perdre le contrôle des États-Unis, c'est le lieu où l'Empire se rabat et se positionne pour mener sa lutte impériale contre les États-Unis. Comme par hasard, ça n'arrive pas aux États-Unis, dont Trump demande qu'on contrôle les frontières, et ça arrive au Canada. Et c'est bien un attentat petit blanc anti-musulman qui est censé répondre aux attentats anti-occidentaux chrétiens menés par les terroristes islamiques qu'on a eu chez nous, etc. Et je rappelle que ces attentats qu'a couvert Valls sont à mon avis des attentats, même si en fin de course ce sont des abrutis islamistes radicaux, je rappelle que ce sont des attentats qui sont manipulés par l'Empire à travers les relais saoudiens et qataris, hein, qu'on est bien dans la même analyse. Et c'est là que je rappelle pourquoi Conversano est quelqu'un à la fois d'insignifiant, de grotesque, mais de dangereux, parce qu'il est le signe que l'Empire a besoin maintenant, après les attentats islamiques contre, on va dire, les Européens blancs chrétiens, a besoin de contre-attentats, hein, de petits blancs en colère, anti-musulmans. Et que malheureusement, on regarde les sondages, plus il y a d'attentats islamiques, notamment en France, plus le peuple français, qui est un peuple en réalité profondément droit de l'homiste, a comme réaction qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que ça ne pousse pas à des déferlements de haine contre les musulmans en général. Hein. Et du coup, l'Empire est agacé parce que ça ne suit pas. Donc il faut artificiellement dynamiser, par des petits relais comme Conversano, de la montée de colère anti-musulmane, et surtout recruter des paxis, hein, des petits Liard Oswald, des crétins en souffrance comme le petit Canadien, pour passer à l'acte. Hein, c'est la nécessité. C'est pour ça que je dis bien, voilà à quoi sert Conversano, Mercado et, comme il s'appelle le troisième, et Espingal. Ils sont des relais de la volonté sioniste, à mon avis incarnée par Kersan, Ring, et de l'autre côté Causeur, Elisabeth Lévy, des relais sionistes pour pousser, comme ça ne se fait pas naturellement, à des attentats de petits blancs en colère contre des musulmans, hein, écoles, lieux de prière, un truc bien dégueulasse, afin, en dernière instance, comme vous l'avez vu, c'est l'analyse des médias, de nuire au vote Front National avant les présidentielles. Parce qu'évidemment, quels que soient les positionnements délirants et même ouvertement sionistes de la petite bande à Conversano, ça sera par les médias mainstream attribué au Front National. C'est certain. Exactement comme ça l'est fait en ce moment pour ce petit excité canadien, qui, je le rappelle, est sacrifié hein, dans l'histoire. C'est-à-dire que lui, il va finir sa vie en prison. Hein. Voilà, faut pas oublier. Ce que Conversano propose à des jeunes Français désespérés, qui ont eux les couilles qu'il n'a pas, et qui eux effectivement vivent face aux racailles, avec effectivement dans la colère et la souffrance des amalgames qui sont faits entre racailles, qui sont d'ailleurs souvent des gangs ethniques noirs, et le monde musulman en général. Ce qui est promis à ces petits terroristes en puissance, qui effectivement auront appliqué non seulement le message Conversano, mais au-dessus le message Zemmour et le message Madame Badinter, ils ne seront pas sortis de prison par leur sponsor direct ou indirect. Hein. Ils finiront leur vie en prison, et en prison, comme on le sait, ils seront en contact, effectivement, de la racaille qui remplit les prisons. Hein. Donc c'est pour ça que je rappelle bien qu'un type comme Conversano est une ordure. Hein. Une ordure dangereuse, et qu'il est en mission. Hein, voilà. Et je rappelle bien qu'un patriote authentique, un patriote intelligent, un chrétien intelligent, un catholique intelligent, doit bien séparer le bon gré de l'ivraie, même dans l'idée d'un combat identitaire, et d'un combat, je dirais, anti-immigration et anti-métissage. Hein, voilà. Parce qu'en dernière instance, tout ça ne fera qu'affaiblir le vote patriote à la prochaine présidentielle. Hein. Alain Soral, merci beaucoup. Je vous en prie, et normalement, on est censé avoir ce petit rendez-vous une fois par semaine. C'est ça. Avec toute l'actualité foisonnante qu'apporte
l'élection de Trump et les présidentielles à venir, je pense qu'on aura des sujets de quoi tenir un petit quart d'heure chaque semaine. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.